L'information de 23 heures sur RT1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. 50 ans après le Kenya, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international s'ouvrent au Maroc ce lundi 9 octobre. 7 jours pour aborder les enjeux de développement les plus urgents du monde. Au nombre des 189 pays qui prennent part à ces échanges, la Côte d'Ivoire, dont une délégation est conduite par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly. Des livreurs à moto imprudents commettant des infractions du code de la route, une attitude aux conséquences meurtrières qui fait des services de livraison une activité à haut risque, prisée par des jeunes Ivoiriens souvent sans formation. Nous tirons ce soir la sonnette d'alarme dans ce journal. Et puis un mot sur les affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne qui se poursuivent. Le bilan des deux camps s'élève à 1590 morts selon le soir. Israël a annoncé le renforcement de son blocus du territoire palestinien. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé. Un siège complet qui plonge ce territoire de plus de 2 millions d'habitants dans une situation humanitaire difficile. Bienvenue à tous. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a au cours de cet après-midi publié la liste des 33 sénateurs nommés par le président de la République, cela conformément à la constitution ivoirienne. Ils sont nommés au titre de la législature 2023-2028. Une liste et de nouveaux entrants, dont la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Je vous invite à suivre cet élément. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 9 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination des 33 sénateurs, conformément à l'article 87 de la Constitution. Ainsi sont nommés sénateurs M. Aka Kone, M. Bado Moussa, Mme Bamba Maïmouna, épouse Dosso, Mme Bamba Sogona, épouse Arnold, M. Benzem Kwame Christophe, Mme Kamara Kamisoko Kandia, M. Kofi Michel Benoît, M. Koulibaly Lassina, Mme Koulibaly Yao Madiara, épouse Koulibaly, Mme Da Silva Sylvia, épouse Anouma, Mme Delon, épouse Longue Catherine Suzanne, Mme Diaby Makani, Mme Diallo Amoué Nicole, M. Ewi Koutoua Bernard, M. Ekra Kwaku Antoine, Mme Gabala, épouse Daou Mariam, M. Kanou Mamadou, Mme Konaté Bindou, M. Konaté Lamine, M. Kwame Norbert, M. Kwasi Abounoua Jean, M. Kwasi Alomo Oufoué, Mme Koulibaly Mariam Fetegue, M. Ouattara Bakari, Mme Richmond Awa Komelin Eba Marie Irène, M. Sidibé Vali, Mme Soukoulé Kadi, épouse Kone, M. Tiakore Odje Joseph, M. Tompieux Zoé Augustin, M. Touré Bourama, M. Yassé Gabriel Joseph, M. Yapobi Jean-Désiré Lucien, Mme Zudon Kipré Ambla Viviane Elisabeth. Et voilà les 33 sénateurs nommés par le président de la République Alassane Ouattara. Ils rejoignent les 66 élus au suffrage universel indirect à la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et le collège des 99 sénateurs constitués reçoit instruction du secrétariat général du Sénat. Selon le communiqué suivant, Mme Amblard Marie-Elisabeth Viviane, épouse Junan Kipré, doyenne d'âge, convoque mesdames et messieurs les sénateurs élus à l'issue du scrutin du 16 septembre 2023. Mesdames et messieurs les sénateurs nommés par décret numéro 2023-809 du 9 octobre 2023 portant nomination des sénateurs à la chambre inaugurale de la deuxième législature du Sénat qui se tiendra le jeudi 12 octobre 2023 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ordre du jour, élection du président du Sénat de la République de Côte d'Ivoire. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. C'est un communiqué fait à Yamoussoukro ce 9 octobre 2023. Si la liste des sénateurs nommés par le président de la République a été publiée, les Ivoiriens restent tout de même dans l'expectative. Les regards tournés vers le palais présidentiel, la Côte d'Ivoire attend la nouvelle formation gouvernementale après la dissolution annoncée vendredi du précédent gouvernement. Suivant l'analyse d'Alexis
La nomination des 33 sénateurs désignés par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Alors que s'ouvre jeudi la rentrée de la Chambre haute du Parlement à Yamoussoukro, le communiqué de la présidence de la République ce lundi les dévoile. Sur les 33 nommés, 25 reconduits et 8 entrants. 17 hommes pour 14 femmes, dont 3 nouvelles. Une entrée significative, celle de Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement sortant. Une présence qui interroge sur l'éventualité d'une présidence au féminin au Sénat. Dr Sidiki Bamba de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody donne des pistes de compréhension. On s'est dit que Kandia Kamara y étant, c'est que nécessairement sa place sera libérée au niveau de son ministère. Bon, étant donné qu'elle était quand même dans un ministère régalien, est-ce que ce n'est pas une sorte de propulsion à un poste encore plus grand? Mais nous sommes en même temps dans la géopolitique. Ce serait peut-être, si jamais elle devient présidente du Sénat, la première femme ivoirienne présidente du Sénat, ce serait aussi bien. Ce serait en tout cas une belle récompense pour la loyauté d'une femme battante qui était toujours là, mais elle peut aussi être appelée à d'autres choses. Dans tous les cas, le président de la République rencontre ce mardi les sénateurs du RHDP. La fumée blanche sortira certainement au cours de séance inaugurale de la 2e législature du Sénat. À cette heure, reste donc la très attendue formation de la nouvelle équipe gouvernementale qui cristallise toutes les attentions. J'espère que ce nouveau gouvernement sera l'occasion de couvrir d'autres personnes suffisamment outillées pour que la Côte d'Ivoire poursuive sa progression. Au niveau aussi, je pense que politique, c'est de fusionner au moins, attendre au moins que l'opposition soit aussi représentative aussi dans ce gouvernement-là, pour qu'on puisse les entendre. Les regards restent tournés vers le palais présidentiel. Une semaine de tous les possibles, mais surtout de suspense. Et l'État étant en continuité, les actions publiques ne sont pas à l'arrêt. L'inspection générale d'État travaille sur sa stratégie pour les années 2024 à 2026. Un plan d'action qui engage les agents de l'IGE, une institution qui veut assurer la performance. Alexis Ouatraogo. Pour la période 2024-2026, l'inspection générale d'État veut renforcer sa contribution à l'amélioration de la gestion des ressources de l'État. Nous devons changer la physionomie de l'inspection générale des finances. Nous devons changer la physionomie des inspections générales des ministères. L'organe supérieur de contrôle administratif, d'audit, d'inspection et de promotion de la bonne gouvernance dans l'ordre administratif veut œuvrer à l'application optimale du cadre de gestion axé sur les résultats en suivi et évaluation des projets et programmes de développement. Que la performance commence chez nous. Ça veut dire que les objectifs que nous allons nous fixer, nous allons mettre les moyens pour les atteindre. Pour l'IGE, il s'agit d'incarner sur cette période une institution forte et performante, reconnue pour la qualité de son expertise. Et des objectifs de portée mondiale sont sur la table de discussion au Maroc, qui reçoit depuis ce lundi les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 7 jours d'échanges sur les grands dossiers de l'économie mondiale, notamment la crise énergétique, les défis climatiques, la migration, la coopération internationale, et on n'en parlera jamais assez, la relance post-Covid. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé à Marrakech. 50 ans après Nairobi au Kenya, l'Afrique accueille les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Un acte de solidarité, mais surtout une solide confiance accordée par les institutions de Bretton Woods au royaume chérifien. 5e économie du continent africain, victime il y a un mois d'un séisme qui a fait plus de 3000 morts. Les enjeux de ces assises de l'économie et de la finance mondiale ont pour nom inclusion financière et digitale, développement durable, réforme des institutions financières internationales, entrepreneuriat et innovation. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, conduit la délégation ivoirienne. À ses côtés, la ministre du plan et du développement, Nialé Kaba, et le ministre du budget et du portefeuille de l'État. À l'agenda des ministres ivoiriens pour cette première journée, une rencontre avec le vice-président senior de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale.
Objectif, passer en revue les axes de coopération et les nouveaux projets en lien avec le PND 2021-2025. À ce jour, la JICA et la Côte d'Ivoire travaillent de concert dans le cadre de la réalisation d'infrastructures routières, notamment les 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand et l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. Au cours des échanges, l'accélération du terminal céréalier en cours au port autonome d'Abidjan a été également évoquée. La délégation ivoirienne a ensuite eu une séance de travail avec le directeur du département Afrique du FMI. Nous avons évoqué notamment le suivi du programme économique et financier, dont la première revue a été conclue bien avant leur arrivée à Abidjan. Il y a eu des discussions avec les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le Premier ministre et le Président de la République. Au cours de ces séances, il a été indiqué qu'il fallait qu'au-delà du programme régulier, le programme économique et financier, que la Côte d'Ivoire puisse accélérer avec le Fonds monétaire international la préparation d'un programme financé par le Fonds de résilience et de durabilité. Nous avons discuté avec M. Abbé Sélassié sur les modalités justement de mettre en place des équipes pour pouvoir préparer ce programme et demander à ce qu'il puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible avec 2 décaissements en 2024. Ces assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale donnent l'opportunité d'initier des rencontres avec les hauts dirigeants des institutions de Bretton Woods sur les enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Et voilà les actions ivoiriennes aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI rapportées par Serge Colléa, l'envoyé spécial de la RTI à Marrakech. Et un fait de société décrié dans ce journal, l'imprudence des livreurs à moto sur les routes de la capitale ivoirienne. Non-respect des feux tricolores, excès de vitesse, conduite à sens inverse, autant d'infractions constatées qui ont pour résultat des accidents mortels. En 2022, ce sont 12 livreurs à moto qui ont perdu la vie en plein exercice. Livreur à moto, une activité à haut risque. C'est un reportage de Khalid Diomandé et Kazi Koné. La moto est encore en bas. Il a traîné ça depuis le stade là-bas jusqu'ici. La victime est sous bâche. En quittant sur la moto, étant en bas du camion, il y a un pneu qui a marché sur sa tête, ça a écrasé tout. La vie s'arrêtait ainsi brutalement pour Bro Valentin, livreur âgé de 34 ans, le 15 septembre 2023 sur le boulevard lagunaire du Plateau. Un décès qui porte à 6 le nombre de livreurs ayant trouvé la mort dans des accidents de la circulation cette année. Ces chiffres, avancés par la Fédération des acteurs de la livraison, mettent bien en évidence les risques liés à la pratique de cette activité en plein boom dans la capitale économique ivoirienne. Au quotidien, ces jeunes coursiers côtoient des milliers de véhicules en mouvement à Abidjan. Abidjan aussi, c'est pas facile de rouler au milieu des voitures. Quand on sort la voie là, c'est trop risqué. Quand il y a un accident, le propriétaire, lui, c'est sa moto avec sa recette qu'elle demande après. On n'est pas assuré. On n'est pas assuré. Donc nous-mêmes, là, on a été roulé là, notre vie est en danger. C'est Dieu qui nous protège, c'est tout. Sinon, il y a beaucoup de risques. Beaucoup de risques, mais visiblement loin de susciter la prudence et freiner l'incivisme chez certains livreurs. On les rencontre sur les grandes artères à vive allure, roulant à contresens. Parfois sans casque de protection, foulant aux pieds le respect du feu tricolore et donnant l'impression de faire une course contre la montre. Souvent, il y a des clients qui veulent les trucs rapidement, dans l'immédiat, quoi. Il faut aller vite, très vite. On a plusieurs communes à livrer. On a moins de temps. L'autre est dans l'autre commune, l'autre est là, il te presse. C'est une question de temps. Du coup, il faut la rapidité. Tu es obligé de faire rapidement pour avoir plus de clients et avoir aussi plus d'argent pour pouvoir gérer ton propriétaire. Outre les manquements au code de la route, bon nombre de livreurs exercent sans permis de conduire, ni assurance, encore moins de vignettes, à l'instar de Moussa et Kader. Je n'ai pas encore de permis parce que je n'ai pas encore les moyens pour financer mon permis. Mais je me débrouille d'abord si ça va et je fais mon permis. Avant, quand tu avais une moto comme ça, on demandait assurance et vignette. Voilà. Mais maintenant, on demande assurance, vignette, carte grise. Et puis en tout cas, il y a plein de procédures. Donc, on a essayé de voir le prix pour que tout le monde soit en règle.
L'attitude affichée aujourd'hui par ces coursiers sur les routes abidjanaises fait l'objet de vives critiques. Les livreurs ne respectent jamais les feux. Tu es au feu rouge, tu t'arrêtes et ils viennent. Ils vous dépassent et puis ils s'en vont. Et c'est ça qui provoque beaucoup d'accidents. Souvent même, tu es là à rouler, mais ils viennent couper devant toi. Si tu ne freines pas, ou bien tu ne fais pas attention à eux, tu seras obligé de les prendre. Les livreurs, ils roulent très mal. Je ne veux pas gâter le travail de quelqu'un, mais ils roulent très mal. Même avant-hier, il y a un livreur qui a failli me faire renverser. Ils sont indisciplinés, je pense. Ils sont indisciplinés. Tout le monde est en quête d'argent, mais en cherchant l'argent, il faut penser à soi-même et éventuellement aux autres. Ces critiques émises par les usagers sont d'ailleurs soutenues par l'OSER. L'Office de sécurité routière indique avoir enregistré pour l'année 2022 2132 accidents de la circulation au niveau des engins à deux roues, majoritairement constitués de livreurs. Et ces 2132 accidents ont occasionné 72 tués. Dans ces statistiques, on a constaté que les conflits les plus nombreux sont ceux qui se font entre les véhicules et les deux roues. Donc c'est l'occasion d'interpeller les automobilistes sur le rôle qu'ils ont à jouer pour pouvoir protéger les deux roues également, qui sont parmi les usagers vulnérables. Ce que nous voulons dire également aux livreurs, c'est de respecter le code de la route et notamment le feu tricolore, le feu rouge. Redorer le blason de la corporation et assainir le secteur de la livraison. Voici les défis que veut relever Ousmane Bamba, président de la Fédération des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que tout le monde aujourd'hui est devenu livreur. Parce que tous ceux qui rentrent aujourd'hui n'ont pas forcément une base pour exercer dans le secteur de la livraison aujourd'hui. Nous, on veut mettre des bases pour que aujourd'hui notre secteur d'activité soit de plus en plus professionnel. Christian Pléignon et ses amis, livreurs indépendants, eux ont fait de la sécurité et du professionnalisme des priorités depuis bien longtemps. En plus d'être couverts par une assurance, ils sont vêtus quotidiennement de leurs armures pour parer à toute éventualité. Quand j'ai voulu exercer mon métier, j'ai d'abord jugé bon d'acheter le matériel qu'il faut pour ma sécurité. Par exemple, là, j'ai acheté tout ça avant de commencer mon travail. Et vraiment, ici en sécurité, ici à l'aise quand je travaille. Quand un client me voit comme ça, il est rassuré, ça fait un. Et deuxièmement, vu le professionnalisme, tout le sérieux que je mets dans mon travail, lui-même, ça le plaît aussi. Et souvent, j'ai des pouvoirs juste pour ça. Simon veut lui également exercer le métier de la livraison dans les règles de l'art. Depuis 2 semaines, il vient suivre des cours dans cette moto-école avec pour finalité l'obtention d'un permis de conduire. La livraison, c'est un métier que j'aimais beaucoup. Raison pour laquelle je veux beaucoup apprendre sur la moto, voilà, pour mieux exercer. Il est important de connaître les codes de la route parce que ça évite beaucoup de choses. Le code de la route, il est universel, il appartient aussi aux usagers de véhicules à deux roues. Ce n'est pas un code qui est spécifique aux autres usagers, mais c'est tout le monde, tous ceux qui sont usagers de la route ont besoin de cette documentation, ont besoin de ces connaissances pour pouvoir faciliter leur circulation dans la vie et puis aussi pour assurer aussi leur sécurité. La Fédération des acteurs de la livraison de Côte d'Ivoire estime à 3000 le nombre de jeunes évoluant dans le secteur. Des statistiques qui montrent l'intérêt autour de cette activité, une activité qui a plus que jamais besoin d'être encadrée afin d'éviter les dérives. En 2022, au total 12 livreurs ont perdu la vie dans des conditions déplorables. Et voilà, prudence donc sur les routes. L'après-Sahara 2023 offre de belles perspectives au projet agricole. La filière laitière devrait accroître sa production avec un don du président de la République de génie gestante du Brésil à 30 éleveurs. Constitués en 2 groupes, ils participeront à faire développer les activités de 2 bassins laitiers du projet ProLait pour lesquels 2 zones pilotes ont été créées à Ouangolodougou et Marabadiassa. Le point avec Lanciné Bakayoko. Alors que ses besoins de consommation culminent à 180 000 tonnes, la Côte d'Ivoire ne produit que 35 000 tonnes de lait. La dépendance aux importations représente près de 45 milliards de francs CFA. D'où la remise des 47 vaches de race Gerlando à 30 éleveurs de Marabadiassa et de Ouangolodougou, ainsi qu'aux autres acteurs du projet de développement et de promotion des produits laitiers ProLait basé à Nyoroningue.
La particularité de ces vaches d'origine brésilienne dénommées Girolando, c'est des animaux qui s'adaptent à nos conditions climatiques et aussi qui s'adaptent à nos conditions aussi d'alimentation qui existent en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a une similitude au niveau entre la Côte d'Ivoire et le Brésil au niveau de toutes ces conditionnalités-là. Et aussi au niveau de tout ce qui est résistance à nos maladies, c'est des animaux aussi. On peut compter ces animaux-là pour pouvoir tenir dans nos conditions particulières en matière d'élevage. Le potentiel de production quotidienne varie de 30 à 50 litres par génisse. C'est une manière vraiment de pouvoir aider les éleveurs, une manière aussi d'aider les Ivoiriens déjà à travers, je dirais, le fait de booster la production locale et le fait aussi de pouvoir mettre des aliments de qualité et aussi en quantité suffisante. La démarche adoptée pour concrétiser ce projet est la fourniture d'un bovin laitier pour chaque éleveur, l'équipement de 30 mini-fermes laitières, la formation et la structuration des groupes d'éleveurs. La réussite de tout projet repose donc sur la formation et la discipline. C'est ce qu'enseigne le service civique en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Bouaké, 150 filles volontaires font leur entrée au centre du service civique de Bouaké 1. Elles constituent la 3e promotion de ce centre de service civique. Elles suivront une formation sur 9 mois, une formation civique et citoyenne pour une meilleure insertion sociale. Kader Sogodogo. Elles sont en tenue de sport et soumises à quelques exercices par des encadreurs. Elles sont au nombre de 150, toutes sélectionnées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique pour intégrer le service civique d'action pour le développement, SCAD, qui se présente comme une solution à la problématique des jeunes filles en situation de vulnérabilité. L'idée, c'est de faire en sorte que ces 300 jeunes filles et jeunes garçons puissent bénéficier de l'encadrement civique et citoyen sur ces différents centres de services civiques-là et que nous puissions faciliter leur insertion socio-professionnelle. Parce que l'objectif in fine que nous avons, c'est de faire en sorte de pouvoir autonomiser ces jeunes gens, c'est de pouvoir autonomiser ces jeunes filles. Des jeunes filles au centre civique de Bouaké 1 qui saisissent cette autre opportunité offerte par le gouvernement. Je faisais la vente en ligne, j'étais dans l'entrepreneuriat. On m'a dit qu'on fait des formations ici. Moi, je souhaiterais être une pâtissière. 3 mois de formation initiale et 6 mois de stage sur le terrain avec au bout des aptitudes en esthétique, cosmétique, boulangerie-pâtisserie et en couture. Donc, durant ces 3 mois, ils séjourneront sur les différents centres de services civiques pour ces différents apprentissages. Et à la fin des 3 mois, ils auront 6 mois de stage pour parfaire ce qu'ils auront commencé à apprendre sur les différents centres de services civiques. Cette rentrée concerne également Bembresso, avec 150 garçons dans des domaines comme la mécanique, la maçonnerie et la sécurité. Les directions à présent Dakar, où s'est tenu la semaine dernière le 6e Forum Galien Afrique. Au centre des préoccupations, la santé, la recherche, l'innovation, le leadership des femmes et des jeunes filles. Autour d'un thème continental, maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte. Plus de 500 experts en médecine et en pharmacie y ont participé, selon ce rapport de Mamadou Kouassi. C'est parti pour la 6e édition du Forum Galien Afrique. Pendant 5 jours, Dakar est la capitale africaine de la santé, de la recherche, de l'innovation et du leadership des femmes et des jeunes. Plus de 3000 participants, dont 500 présentiels, prennent part à ce rendez-vous de Dakar. À cette 6e édition, l'accent est mis sur les maladies non transmissibles, d'où le thème « Les maladies non transmissibles, l'Afrique en lutte ». Les maladies non transmissibles sont de plus en plus nombreuses, comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies respiratoires et autres. C'est dire donc que c'est un grand problème. Et tous les investissements que nous faisons pour pouvoir prendre en charge les malades ne suffiront jamais. Quand vous dialysez 1000 personnes, il y en a 2000 qui attendent. Ce qui fait qu'il faut qu'on travaille sur la prévention. Les populations ont tendance à manger trop gras, trop salé et trop sucré. Ce sont ces principaux déterminants qui exposent les populations africaines à développer ces maladies. Une forte délégation ivoirienne participe à ce rendez-vous, notamment des pharmaciens, des cliniciens,
des jeunes et des universitaires pour partager l'expérience ivoirienne. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on manque d'informations pour le suivi de ce patient. Il faut associer les nouvelles technologies à cette lutte aujourd'hui. Mais pour pouvoir associer les nouvelles technologies, il faut avoir de la donnée, il faut collecter des informations sur le patient. Le Premier ministre sénégalais, représentant le chef de l'État, se félicite de l'engagement des Africains. Les maladies non transmissibles constituent avec les maladies infectieuses un double fardeau pour les populations africaines. Elles rendent encore plus fragiles nos systèmes de santé et retardent notre développement. Le forum est pour moi le lieu de proposer des stratégies adaptées à nos pays et à notre contexte pour lutter efficacement contre cette tueuse silencieuse. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous les acteurs et de tous les secteurs de développement pour la lutte contre les maladies non transmissibles. Les prix Galien Afrique, dont le docteur Raymond Boudou Kofi en est la présidente du jury, seront remis au terme de ce forum par le président de la République du Sénégal, Macky Sall. En Côte d'Ivoire, le week-end dernier, plus de 2000 candidats à l'école de magistrature ont été soumis au concours d'entrée directe. Des épreuves écrites pour cette école de magistrature. Une épreuve de présélection que rapporte Michel Mambo. Ils sont 2039 candidats à frapper cette année aux portes de l'école de la magistrature. Des candidats face à leur copie ce dimanche 8 octobre au lycée classique d'Abidjan-Cocody pour le test de présélection. C'est une innovation puisque depuis que ce concours existe, il n'y a jamais eu de présélection. Mais depuis le changement du statut de la magistrature pour rentrer dans la politique de l'excellence de M. le Président de la République, on a voulu sélectionner les candidats pour prendre les meilleurs qui vont maintenant présenter le concours. La veille, 7 octobre, même exercice pour le directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, Marie-Léonard Libri, qui était également sur place pour galvaniser et donner les conseils d'usage aux candidats au concours professionnel d'accès au cycle de formation et aux emplois de l'école des greffes, l'école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Des candidats détendus pour la plupart. J'espère que la chance sera de mon côté. Ce n'est pas vrai, c'est un concours professionnel. J'ai déjà le pain. C'est le beurre maintenant que je cherche. Les candidats qui auront passé avec succès le test de présélection subiront les épreuves écrites d'admissibilité du 1er au 5 novembre prochain. Voilà des épreuves de présélection à l'école de magistrature présentées par Franck Quadio. Nous retrouvons dans cet élément sur les awards de la fonction publique qui auront lieu le 1er décembre prochain, un événement qui récompense le mérite et l'émulation d'un service public de qualité. Reportage. 1er décembre 2022, les meilleurs directeurs des ressources humaines et les meilleurs directeurs régionaux de la fonction publique sont célébrés par la tutelle. Ce sont les Awards de la fonction publique, première édition. Ce concept initié par l'autorité de tutelle et qui a un objectif certain. L'édition 2023, c'est donc pour le 1er décembre. L'annonce est faite par le directeur général de la fonction publique au nom de la ministre Anne-Désirée Oloto. À travers cette activité, nous renforçons notre engagement envers le service public de qualité et nous inspirons les générations futures de fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes. De manière pratique, il s'agit d'une distinction qui récompensera 3 meilleurs de chaque catégorie. Il y aura donc 3 catégories, mettant ainsi en lumière les réalisations exceptionnelles qui contribuent à l'amélioration de la qualité du service public. Des innovations sont relevées. Les meilleurs agents du ministère de la fonction publique avec en prime la valorisation des acteurs des médias œuvrant objectivement à la promotion de la qualité du service public. Des distinctions qui obéissent à des critères objectifs. Pour cette seconde édition des Awards de la fonction publique, les candidats seront soumis à l'évaluation du jury sur la base de la conduite de leur mission, mais aussi par des acteurs qui sont les préfets de région, leurs supérieurs hiérarchiques et les fonctionnaires et agents de l'État dont ils gèrent la carrière.
Ils seront donc 9 agents de la fonction publique en décembre prochain dans la catégorie or, argent et bronze à être mis sous le feu des projecteurs. Actualité sportive à présent, Ruth Gbagbi remporte la médaille d'or à l'Open Riga en Lettonie et se rapproche des JO de Paris. La taekwondoïste ivoirienne, dans une finale acharnée, a surclassé ses adversaires avec une performance exceptionnelle. C'était hier dimanche. Notons que le champion du monde des plus de 87 kg, Cissé Sheikh Salah, qui a remporté la médaille d'or au Grand Prix de Paris, est aussi qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris qui se tiendront en 2024. Actualité au Libéria qui s'apprête pour le scrutin présidentiel. Demain, 19 candidats affronteront donc ce 10 octobre le président sortant George Weah, élu en 2017 avec plus de 61% des voix au second tour et candidat à un deuxième mandat au Libéria. Une actualité que nous suivrons au cours de nos prochaines éditions. Les affrontements continuent ce lundi 9 octobre entre le Hamas et Israël suite à l'attaque lancée samedi dernier par le groupe armé depuis la bande de Gaza. L'armée israélienne a ordonné ce lundi un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, a lancé le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Et dans la foulée, son homologue de l'énergie, Israël Katz, a ordonné la coupure immédiate de l'approvisionnement en eau de cette enclave palestinienne à laquelle Israël fournit 10% de la consommation annuelle. L'électricité, quant à elle, est coupée depuis samedi soir dans ce territoire côtier peuplé de 2,3 millions de Palestiniens. Depuis samedi, la guerre a d'ores et déjà fait plus de 123 000 déplacés dans la bande de Gaza, a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici et d'ailleurs, passez une excellente soirée sur RTIA.